Bienvenue à Strasbourg. J'ai siégé pendant 20 ans dans ce Parlement européen et aujourd'hui je suis de retour pour rencontrer l'homme qui veut quitter ce terrible endroit parce qu'il déteste l'Union européenne, le héros du Brexit, monsieur Nigel Farage. Hi Nigel. Hello, Danny. Now, 2 years ago, Il y a 2 ans, vous avez bataillé dur pour obtenir le Brexit. Aujourd'hui, je constate que ça a l'air très difficile, votre Brexit. Vous ne pouvez pas le faire. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, dès l'instant qu'on a la volonté et la détermination. Vous n'allez pas me dire que Theresa May ne le veut pas. Elle n'y croit pas, elle n'y a jamais cru. Elle est dans l'autre camp, elle a soutenu le camp du maintien. Elle fait partie de l'establishment en tant que Premier ministre. À chaque fois qu'on l'interroge sur le Brexit, elle répond « Je vais appliquer la décision du peuple ». Mais quand on lui demande « Croyez-vous dans le Brexit ?», elle ne peut pas répondre. Vous croyez toujours au Brexit? Sérieusement, pas de langue de bois. Oh, je ne crois pas uniquement au Brexit, je suis aujourd'hui convaincu que l'Union européenne est un mauvais projet et qu'il faut l'abandonner totalement. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, en Iran, en Russie, même votre ami Trump est difficile à comprendre. Vous continuez de penser que l'Union européenne est un mauvais projet? Oui, c'est une erreur. Vraiment? Qu'est-ce qui est une erreur? Le drapeau, l'hymne, Le drapeau, allons. le Parlement, la Commission, on essaie d'imposer aux populations l'idée d'une nation et d'une identité européenne. Ça ne marche pas. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que j'aime l'Europe en tant que continent, que j'aime l'ensemble des populations en Europe? Est-ce que je pense qu'elles devraient faire du commerce entre elles, coopérer, être amies? Je réponds oui à tout cela, absolument. Je veux une coopération européenne. Mais je crois que le modèle d'aujourd'hui, avec un gouvernement centralisé à Bruxelles, éloigné des citoyens, ne fonctionne pas. Et je pense que même pour les gens comme vous, qui ont foi dans ce projet depuis 50 ans, il est temps non pas de revenir sur le Brexit, mais plutôt de repenser l'ensemble du projet européen. Ok, je sais que c'est votre positionnement politique, mais je me pose encore cette question. Aujourd'hui, 2 ans après avoir fait gagner le camp du Brexit, vous êtes encore député européen. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites pas maintenant je rentre en Angleterre? Eh bien, je veux assister au dernier jour. Je veux voir le temple s'effondrer quand on part. Allons. Je me dois d'être là, je me dois d'être là. Je me dois d'être un témoin de tout cela. Et je dois dire qu'Ici, ça a été très utile. Voir la manière dont Barnier, Verhofstadt et les autres ont opéré, ça a été très, très utile. Oui, mais vous dites Barnier a tort, Theresa May a tort, le seul qui a raison, c'est moi, Nigel. Non, c'est le peuple. Le peuple? La majorité de la population. Même quand on voit les sondages? Il y a là quelque chose d'assez curieux. Regardez ce qui s'est passé depuis le Brexit. On a eu des résultats impressionnants en Autriche. En fait, je me souviens qu'au Parlement européen, vous vouliez imposer des sanctions à l'Autriche quand le Parti de la Liberté était entré au gouvernement, il y a des années. Donc en Autriche, un changement de direction total. En Hongrie, une victoire écrasante pour un gouvernement qui défend l'État-nation. En Italie... Mais Nigel, soyez de bonne foi. Il faut rappeler que même l'extrême droite en Autriche, même Kurz et les conservateurs en Autriche, tous les deux disent « on ne veut pas sortir de l'euro, on ne veut pas sortir de l'Europe, on veut rester en Europe ». Mais voici ce qu'il y a de curieux. Ce que je dis, c'est vrai ou non? Eh bien, voici ce qui est curieux. Il y a 10 ans, on disait « Nigel Farage, c'est le pire cauchemar de l'Union européenne, parce qu'il veut quitter l'Union européenne ». Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est Viktor Orban, le pire cauchemar de l'Union européenne. Ça, c'est vrai. Parce qu'il ne veut pas en sortir. Je suis d'accord. Je n'étais pas dangereux. Tout ce que je voulais, c'était partir. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la détruire de l'intérieur. Oui, mais non, mais ils ne veulent pas la détruire. Ils veulent l'argent de l'Europe. Vous savez bien que Viktor Orban, sa famille et ses amis sont une véritable mafia intéressée par l'argent de l'Europe. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec le terme de mafia. C'est un terme qui signifie d'autres choses. Mais vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas très net ce qu'ils font? Je pense que quand on regarde la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, l'Italie, peu importe le pays, il faut voir ce que disent les électeurs.
Ils ne rejettent pas tout d'un bloc, la coopération européenne, ça je l'admets, mais ils disent qu'il est normal que les États contrôlent leurs propres frontières et leur propre budget. C'est pour cela que nous avons des élections. Quel est l'intérêt? Et où est le concept de démocratie quand la Commission européenne dirige dans la pratique votre pays et votre vie? Non, elle ne dirige ni votre pays ni votre vie. Mais si, elle a le droit exclusif de proposer une législation. C'est l'administration qui propose les lois. Mais vous pouvez dire non, le Parlement européen peut rejeter la législation, le Conseil européen aussi. Oui, mais on ne peut pas tout rejeter, si. Ils peuvent tout rejeter. Allons, ça s'est fait quoi? 5 fois en 20 ans? Mais ce n'est pas le problème. C'est une mauvaise forme de gouvernement. Il est trop éloigné des citoyens. Oui, là je suis d'accord. C'est un mauvais gouvernement, j'en veux un qui soit réel. Ce n'est pas démocratique. Et voici une chose sur laquelle nous n'allons pas être d'accord. Les gens ne veulent pas d'une identité européenne, ils veulent une identité nationale. C'est en partie vrai, en partie faux. Vous savez que c'est faux parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple à Berlin ou dans d'autres villes, en particulier parmi les jeunes, qui ont une identité européenne. Eh bien, en fait, oui, c'est un point intéressant. Maintenant, j'admets que lors du référendum sur le Brexit, ce sont les jeunes qui, dans l'ensemble, voulaient rester dans l'Union européenne. C'était en gros les 2 tiers qui voulaient le maintien, c'est vrai. Alors comment vous l'expliquez? Oh, c'est le système éducatif. Vous voulez dire qu'ils ont perdu la tête parce que le système éducatif a perdu la tête? C'est du lavage de cerveau, dans les universités. Voyons. Ce que vous avez fait ici, c'est remplir nos universités de profs disciples de Jean Monnet. Même Staline n'avait pas réussi à mettre la main sur les universités. Allons, vous êtes plus intelligent que cet argument, c'est tout à fait ridicule, ridicule. Il y a 21 vice-présidents dans les plus grandes universités britanniques qui ont appelé à voter en faveur du maintien. Oui, peut-être parce qu'ils sont intelligents. Eh bien, évidemment, on leur a donné de l'argent pour le faire. Les universités sont là pour apprendre aux jeunes la réflexion critique et les jeunes doivent se faire leur propre opinion. Pour autant, en Italie, 60% des moins de 30 ans ont voté pour la Ligue ou le mouvement 5 étoiles. C'est vrai. Marine Le Pen a récolté davantage de voix chez les moins de 30 ans que M. Macron. C'est faux, elle a récolté beaucoup de voix, mais pas plus. Par exemple, en Suède, quand les Suédois ont refusé de rejoindre l'euro, 70% des moins de 30 ans ont voté contre l'euro. Donc, Dany, cette idée que les jeunes en Europe seraient amoureux de ce projet, je crois que c'est une erreur. En réalité, de plus en plus de jeunes sont attirés par des mouvements politiques différents. Ok, c'est possible. Je veux vous poser une autre question. Vous dites que Theresa May ne veut pas du Brexit. Qu'elle ne croit pas au Brexit. Ok, elle n'y croit pas, donc elle ne va pas le faire. Elle est sur une posture de compromis. Elle est en train d'accepter de nous maintenir dans toute une série d'agences européennes. Elle veut une période de transition longue. Mais pouvez-vous m'expliquer une chose? Si tout cela est vrai, que la majorité du peuple britannique est pour le Brexit, pourquoi votre parti est-il aussi faible? Eh bien, je ne suis plus tellement impliqué dans le parti. Comme vous le savez, j'ai démissionné après le référendum. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec vous. Avec vous, il est fort, sans vous... Non, vous me demandez de parler du parti et j'émets cette réserve que je ne suis pas très actif en son sein. Je crois qu'en ce qui concerne UKIP, les résultats qu'il a obtenus sont remarquables, en particulier dans le contexte d'un pays qui est habitué aux élections selon le système uninominal à un tour et non au vote à la proportionnelle. L'opinion générale à son égard a été « vous avez gagné le référendum, on a obtenu le Brexit, on n'a plus besoin du parti UKIP, il a rempli sa mission. Il faut voir ce qui va se passer, nous sommes censés quitter l'Union le 29 mars de l'année prochaine à minuit. » Vous y croyez? Oui, j'espère bien. Non, je ne vous demande pas si vous l'espérez. Est-ce que vous y croyez? Je crois en cette sortie de l'Union, oui. Non, est-ce que vous pensez qu'elle va se produire? Non, ce n'est pas une réponse de dire que vous l'espérez. Vous pouvez aller prier à l'église. C'est la seule chose que je peux faire. Non, vous pouvez vous battre pour ça. Je fais de mon mieux pour que ça se produise, en m'exprimant dans les médias, dans les débats, en commentant ce qui se passe. Reste que la classe politique en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe est d'accord sur la tenue de ce délai. Le Parlement, au cours des prochains mois, a l'opportunité, s'il le souhaite, de stopper le Brexit. Il vaut mieux qu'il ne le fasse pas, selon moi, parce que sinon, nous verrions émerger quelque chose de beaucoup plus grand que le parti UKIP sur la scène politique britannique. Ok, maintenant, je voudrais vous demander,
vous n'avez absolument aucun doute sur le fait que toute cette histoire de sortie de l'Union pose aussi problème. Comment régler la question irlandaise ? Il n'y a absolument aucun problème avec la question irlandaise. Elle a été sortie de nulle part par M. Barnier. Disons que ça, c'est la frontière avec l'Irlande. Il n'y a pas d'infrastructure visible sur la majeure partie. On a déjà de part et d'autre un régime de TVA différent, une monnaie différente, un système juridique différent. Aujourd'hui, nous avons une législation différente en matière d'avortement. Il y a déjà d'énormes différences de part et d'autre de la frontière. Les législations sur l'avortement sont aussi différentes entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre. La solution est évidente. Un simple accord de libre-échange sans droit de douane entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord signifierait qu'il n'y a pas de problème. Or, M. Barnier ne veut pas d'un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, donc ce serait trop simple. Ce n'est pas le problème de Barnier, c'est un problème pour vous. Si vous voulez avoir le passeport européen... Attendez une minute. Est-ce que vous voulez le passeport européen? Un passeport européen qui dit qu'une entreprise britannique peut s'implanter partout en Europe. Le problème avec vous, parfois, c'est que vous ne pensez pas assez à l'échelle de la planète. La zone euro représente aujourd'hui 15% de l'économie mondiale. Donc je veux que la Grande-Bretagne post-Brexit ait de bonnes relations avec tous ses voisins européens. Il faut voir les choses à l'échelle du monde. Donc je vais vous faire une proposition, parce que je sais bien que vous ne voulez pas de l'Union. Pourquoi ne pas réclamer que l'Angleterre devienne le 51e État américain ? Parce que quand on croit en l'indépendance, on ne veut pas être asservi à personne. Nous sommes un grand pays, un pays puissant. Nous sommes la 5e économie mondiale. Nous sommes les 2e ou 3e contributeurs à l'OTAN. Nous sommes un grand pays. Et en fait, le monde est en train de se désagréger en pays plus petits au fil des ans. Cette idée qu'il faut faire partie d'un grand bloc pour avoir une influence mondiale, c'est faux, tout simplement. Je vous donne un exemple. Et vous allez dire que Theresa May a tort. Sur l'Iran, l'Angleterre avait besoin de la France et de l'Allemagne comme partenaires pour s'opposer à la décision de Trump. C'est un mauvais accord. Trump a raison. L'Europe a tort. Ok, l'Europe a tort, mais si l'Angleterre, et ce n'est pas le problème de savoir si elle a tort ou raison, si l'Angleterre veut exprimer une opinion différente, d'accord, ce n'est pas la vôtre, seule, elle ne peut pas. C'est pareil pour la France. Mais bien sûr que si, ils peuvent. Non, ils ne peuvent pas. Bien sûr qu'ils peuvent. Nous devrions avoir une politique étrangère indépendante. Et ce qui m'inquiète vraiment dans ce projet européen, c'est une politique étrangère européenne où Juncker dit clairement qu'il veut supprimer les droits de veto. Actuellement, concernant la politique étrangère au sein de l'Union européenne, il y a un droit de veto. Et Juncker a dit clairement lors de son discours sur l'état de l'Union qu'il voulait y mettre un terme. En plus de cela, l'idée d'une armée européenne, en plus de cela, cette volonté d'élargissement à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? C'était une extension à l'Est du projet européen, et cela m'inquiète. Donc vous êtes pour la Russie? Je suis contre la guerre. Qui a déclenché le conflit en Ukraine? Qui? On a donné un coup de bâton à l'ours russe en disant qu'on allait élargir l'Union européenne et l'OTAN pour y intégrer l'Ukraine. Donc c'était une bonne chose d'annexer la Crimée. Et c'est la reconnaissance de la Croatie par l'Allemagne au nom de nous tous qui a contribué à déclencher la guerre en Yougoslavie. C'était après le début du conflit. Donc cette idée selon laquelle ce club européen œuvre pour la paix, ce que je vois, c'est un nouvel impérialisme qui est en train de se construire ici. Je n'aime pas ça, je n'en veux pas. Et la décision de la Grande-Bretagne, indépendante, et des États-Unis, indépendants, de mener la guerre en Irak était une action pacifique? C'était une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, menée par un pays souverain. Mais c'était de l'impérialisme ou non? Ce n'était pas de l'impérialisme. Alors qu'est-ce que c'était? C'était une vengeance, en fait, de George Bush, si vous voulez vraiment le savoir. Et la vengeance, c'est l'impérialisme, allons. Pourquoi vouliez-vous bombarder Kadhafi? Je me souviens que vous vouliez que l'Union européenne bombarde Kadhafi. Je voulais stopper Kadhafi. Vous vouliez que l'Union européenne entre en guerre. Je m'en souviens. J'étais là.
Oui, je veux dire ce que j'ai dit à l'époque. Je veux empêcher Kadhafi d'entrer dans Benghazi. C'était mon point de vue. Il ne s'agissait pas de faire la guerre sur tout le territoire parce que ça aurait été un cauchemar. Vous ne vouliez pas que la France et la Grande-Bretagne le fassent. Vous vouliez qu'il y ait le drapeau européen sur les avions. Oui, Tout est dit. Ce projet n'est pas une affaire de paix et de coopération. Vous êtes celui qui veut construire un empire, et je crois que c'est dangereux. ok, je vois, nous n'allons pas être d'accord. Ah non, ça c'est sûr. Eh bien, bonne journée. Bienvenue à Londres. J'ai rendez-vous avec l'un des premiers ministres anglais les plus pro-européens. En même temps, il a totalement divisé l'Europe avec sa participation à la guerre en Irak. Je vais rencontrer Tony Blair au siège de sa fondation. Tony, pourquoi le Brexit est-il si compliqué? C'est pourtant simple. Vous sortez et puis c'est tout. Eh bien, c'est compliqué parce qu'on a passé 45 ans au sein de l'Union européenne et il y a toute une série de relations qui se sont développées. Nous avons fait du commerce en dehors de nos frontières. L'ironie du Brexit, c'est notamment le fait que la Grande-Bretagne a contribué à la création du marché unique. Elle a encouragé sa mise en œuvre. Et cela veut dire que nous sommes aujourd'hui intimement liés à l'Europe et à un certain nombre de niveaux. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, un pays développé, la Grande-Bretagne, s'apprête à délibéraliser ses relations commerciales en se retirant du marché unique. C'est intéressant, vous parlez de l'Europe, du marché, mais beaucoup d'Européens, moi par exemple, aimeraient parler de l'Europe politique, du besoin d'une Europe politique. Ne pensez-vous pas que dès le début, la Grande-Bretagne était favorable à l'Europe, mais un peu effrayée par l'Europe? Elle ne voulait pas vraiment créer cette Europe politique. Vous vous intéressez au marché, au commerce. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est la politique. Mais vous m'interrogiez sur la complexité du processus. Elle s'explique par l'économie en réalité. On peut se retirer du niveau politique de l'UE. C'est une décision. Le problème, c'est qu'en se retirant du niveau économique, il y a un impact sur les entreprises, l'industrie, les emplois. Mais non, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, l'Europe est un projet politique, pas seulement économique. Et je me répète, l'ironie de l'histoire, c'est qu'on n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Nous avons l'Amérique qui, je crois, si on met de côté le phénomène Trump, est en train de traverser une phase où elle veut d'abord s'occuper de ses propres intérêts. Elle ne dit pas qu'elle ne veut pas d'alliés, mais néanmoins, elle est préoccupée par ses questions intérieures. Et nous avons aussi la montée en puissance de la Chine, qui est un fait géopolitique énorme que les gens n'appréhendent pas encore très bien. Mais selon vous, y a-t-il une chance de revenir sur le Brexit? Tout ce qui est dit sur le fait d'organiser un nouveau vote, un nouveau référendum, pensez-vous que c'est une idée merveilleuse et à la fois fantaisiste? Vous vous adressez à l'une des très rares personnes qui vous diront que cela peut vraiment arriver. Ok, donc c'est possible que je me trompe totalement et que ce soit fantaisiste. Mais je ne crois pas qu'il y ait une majorité au Parlement. Et rappelez-vous, la Première ministre a perdu sa majorité, donc la situation est beaucoup plus équilibrée. Quand elle décidera finalement quel sera son positionnement dans les négociations, je ne crois pas qu'il y aura de majorité pour l'une ni pour l'autre des propositions que le Parlement est actuellement en train d'examiner. Et ces deux propositions consistent, toujours au plan économique, soit à rester proche de l'Europe, ce qui voudra dire respecter les règles européennes, et alors beaucoup diront « Pourquoi quittons-nous l'Union ?» Soit à rompre franchement avec l'Europe, ce qui signifiera d'importants dommages économiques, et là les gens diront « Quel est le prix à payer ?» Donc je pense qu'il est possible qu'on aboutisse à une impasse au Parlement et que la seule manière d'en sortir sera de dire au peuple britannique « Vous avez pris la décision au départ, nous avons passé 2 ans à négocier, vous savez maintenant quelles sont les options, vous devez décider si vous voulez vraiment que l'on continue dans cette voie dans de telles circonstances. » Oui, mais quand vous me dites cela, cela me pose un problème. Je ne sais pas si vous êtes toujours membre du Parti travailliste. Oui. Oui, ok. Une partie de votre formation ne pourrait-elle pas aider Theresa May à réaliser le Brexit?
Oui, c'est possible. Il y a un grand problème dans le paysage politique britannique en général. C'est que des gens de l'extrême gauche se sont emparés du Parti travailliste, des personnes qui sont elles-mêmes eurosceptiques, anti-Europe par tradition. D'un autre côté, le Parti travailliste dans son ensemble est clairement pro-européen. Donc, pour la direction du Parti travailliste, soutenir Theresa May à la Chambre des communes, je ne crois pas qu'elle le fera. Au final, la question qui se posera, ce sera, y a-t-il des conservateurs, il en faudra peut-être 15 ou 20, qui passeront du côté des travaillistes et qui rejetteront toute proposition en faveur du Brexit. Vous avez raison, peut-être que le Brexit ne se produira pas, ou peut-être que le Parti travailliste le facilitera. Mais ce serait une chose terrible pour nous en tant que parti politique, et je pense que c'est vraiment ce qui pourrait créer des divisions profondes au sein de notre formation. Vous parliez de l'Europe, de la nécessité d'une Europe politique, de Trump et des États-Unis. À une époque, il y a eu un grand débat en Europe avec la guerre en Irak qui a divisé l'Europe. Vous avez été l'un de ceux qui ont suscité ces divisions. Si je peux le dire comme ça, vous n'avez pas trouvé un soutien général en Europe. Reconnaissez-vous combien cela peut être difficile? Vous savez, la Grande-Bretagne a été très sceptique au sujet de la Constitution européenne et des choses comme cela. Vous étiez pour et ensuite, vous créez la division à un moment donné, vous, non pas en tant que personne, mais en tant que Premier ministre de la Grande-Bretagne. Oui, je crois que c'est un défi pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Europe. Parce que selon moi, la Grande-Bretagne a toujours appartenu à la partie de l'opinion européenne qui est davantage pour l'État-nation et qui est plus tournée vers les relations avec les États-Unis. Mais je ne crois pas que ce soit un positionnement exclusivement britannique. Et donc, l'une des tragédies pour l'Europe, en perdant la Grande-Bretagne, c'est qu'elle va perdre une partie qui assure cette alliance avec les États-Unis. Une partie de ce qui représente une vision différente en Europe, une vision pourtant assez répandue aujourd'hui. Et je crois que de nombreux problèmes actuels de l'Europe sont liés au fait qu'il y a une tension entre ce que beaucoup de gens en Europe veulent et la direction que veulent prendre ceux qui sont le plus impliqués dans la mise en œuvre de l'idéal européen. Driving forward the European ideal, the direction they want to go in. Et pour revenir à la situation des États-Unis, je crois que la montée en puissance de la Chine est une chose qui va poser d'immenses défis aux Occidentaux. Je pense qu'il y a un modèle de gouvernement alternatif qui est en train d'être mis en avant aujourd'hui à travers le monde. On peut le constater dans de nombreuses régions, y compris en Europe d'ailleurs, comme en Hongrie et en Pologne. Oui, et dans ce contexte, il sera très important que les Occidentaux soient cohérents à un certain niveau, et c'est pourquoi je trouve cela tragique si l'Europe s'affaiblit, si la Grande-Bretagne s'affaiblit, et si l'alliance transatlantique aussi s'affaiblit. Mais l'alliance transatlantique, l'OTAN, en ce moment, elle n'existe plus. Si Trump fait 2 mandats, je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera cette alliance dans 7 ans. Oui, évidemment, c'est un problème. La question est de savoir si c'est temporaire ou permanent, mais je pense encore que le lien qui unit profondément les États-Unis et l'Europe sera très fort parce qu'il y aura une puissance alternative en Asie. Je vois bien que la Chine pourrait devenir une grande puissance, est une grande puissance. Et je ne crois pas que nous devions bloquer la Chine, mais au contraire, je crois que nous devrions faire alliance avec elle. Mais je pense que nous serons plus forts pour le faire si nous sommes forts nous-mêmes, et l'ampleur de ce qui va se passer sera un grand défi pour l'Europe, pour les États-Unis et pour le paysage géopolitique d'après-guerre. Pensez-vous que si vous étiez Premier ministre maintenant, rêvons un peu, ou pas? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Je dirais, la situation de la Grande-Bretagne vis-à-vis des États-Unis est-elle complètement différente de quand vous étiez Premier ministre? Qu'est-ce qui a changé?
Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que vous auriez eu la même réaction sur l'Irak si Trump avait été président à cette époque. Je crois que c'est une situation différente aujourd'hui, dans le sens où vous ne pouvez pas vraiment dire que la Grande-Bretagne est si proche des États-Unis en ce moment non plus. C'est vrai. Évidemment, l'une de mes craintes est que nous sortions de l'Europe, donc que nous perdions une forme de grande alliance et qu'ensuite nous ne soyons pas si proches des États-Unis pour toute une série de raisons actuellement. Ce qui est si dangereux avec le Brexit, mon gouvernement a beau parler d'une Grande-Bretagne de dimension mondiale, nous sommes vraiment dans une position de retrait par rapport à ça aujourd'hui. Vous savez, quand je participe à des débats sur la Grande-Bretagne, je dis souvent que le vrai référendum en Angleterre devrait être « Voulez-vous être le 51e État des États-Unis ou rester dans l'Union européenne ?» Je crois que le principal problème de la Grande-Bretagne est de choisir entre les deux. Toute ma politique, quand j'étais Premier ministre, était de dire « Vous ne devez pas choisir, vous avez deux composantes solides de notre politique étrangère, l'une, c'est l'alliance avec l'Europe, l'autre avec les États-Unis, et on maintient leur force à toutes les deux. » Maintenant, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui que lorsque j'étais Premier ministre. Le risque, c'est qu'on finisse par perdre les deux, ce qui serait ridicule. Oui, mais il fut un temps, quand vous étiez Premier ministre, où le prix à payer pour rester avec les États-Unis était de se séparer de l'Europe. Il y a toujours eu des divisions en Europe. Certains pays ont soutenu les États-Unis après le 11 septembre et d'autres moins. Ces choses sont des problèmes temporaires qu'on peut résoudre. Je crois qu'à la fin, quand j'ai quitté mon poste, si l'on regarde le G7 en 2005, on était prêt à collaborer de nouveau ensemble et plus ou moins d'accord. Et vous savez, quelles que soient les critiques sur George Bush, à la fin de son mandat, il était en réalité soucieux de l'alliance transatlantique. C'est exact. Donc, vous savez, le souci que j'ai en ce moment, c'est que nous sommes tous préoccupés par nos problèmes internes, alors que le monde change très vite autour de nous. Et nous perdons ce que j'appelle la vue d'ensemble. Cette vision, c'est la géopolitique, le monde qui change, la révolution technologique qui va tout changer, selon moi, dans notre économie, notre société, notre façon de vivre, de travailler et de penser. Et nous n'y sommes pas vraiment préparés. À la place, nous sommes préoccupés en Europe par nos problèmes internes. Je veux parler de nos divisions sur l'immigration et d'autres sujets, de nos politiques qui sont en train de s'achever. Les populismes d'extrême gauche et d'extrême droite se battent pour conduire les pays dans une direction qui ne sera pas compatible avec l'avenir. Et en face, de grands acteurs comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis et quelques-uns des principaux pays d'Europe sont aujourd'hui pris dans des politiques plutôt isolationnistes. Farage nous a dit, le problème du Brexit, c'est que Theresa May ne veut pas du Brexit. Elle doit le mettre en œuvre, mais elle ne le veut pas. Et avec cette position, elle ne peut pas le faire, car elle est dans un grand vide. Oui, dans un sens, ce que vous dites est vrai. Mais ce que j'aimerais que la Première ministre fasse, c'est d'expliquer aux Britanniques quelles sont les vraies options. Et ensuite, il y a une vraie question. Quand on a voté le 26 juin pour quitter l'Europe, on ne savait pas ce vers quoi on allait. Mais c'était aussi votre problème à votre époque. C'est toujours ce que je critiquais, que le gouvernement britannique n'explique pas aux Britanniques ce qu'est l'Europe. À la place, vous disiez toujours « Rendez-nous notre argent, faites ceci et pas cela ». Non, je ne suis pas d'accord avec ça, Danny. Vous savez, j'étais vraiment en faveur de l'Europe. Je sais, je me souviens d'une session au Parlement, vous m'aviez dit « Danny, taisez-vous, vous devez m'écouter ». Vous l'avez bien pris, mais maintenant, par exemple, ce qui est troublant pour moi, c'est notamment l'une des choses pour laquelle la Grande-Bretagne s'est vraiment battue, l'élargissement de l'Union européenne. Je crois que nous pouvons voir avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui que cet élargissement était une chose très importante pour l'Europe. Mais cela nous a apporté beaucoup de problèmes. Si vous regardez la Pologne, si vous regardez la Hongrie, la République tchèque.
C'est vrai, mais si vous y réfléchissez, si nous ne l'avions pas fait, on aurait beaucoup d'autres problèmes, ou peut-être des problèmes plus graves. On peut comparer la Pologne et l'Ukraine à différents niveaux. La Pologne et l'Ukraine avaient le même PIB, la même situation économique en 1992, et regardez la différence qu'il y a entre eux aujourd'hui. Mais vous pensez que l'Europe ne pourrait pas laisser entrer l'Ukraine, les États des Balkans, sans que cela fonctionne? Le problème, c'est le fonctionnement de l'Europe. Bien sûr, je dis oui pour les Balkans. Je pense que c'est très important qu'on leur ouvre la voie d'une adhésion à l'Union européenne. Et vous savez, l'Europe trouvera la solution à ces problèmes. Je suis résolument optimiste sur le projet européen. Alors nous sommes deux, nous sommes peut-être les deux derniers. Ok, vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Les fondations de l'Europe sont particulièrement solides.